Il y a 3 ans, jour pour jour, le port de Beyrouth était soufflé par une explosion meurtrière. Où en est l'enquête? Quel avenir pour le Liban? C'est notre grand angle. L'image de cette explosion restera dans l'histoire, celle du Liban, mais pas seulement. Ce 4 août 2020, le port de Beyrouth était soufflé par cette déflagration. Le bilan est terrible. Plus de 220 morts, plus de 6500 blessés, des milliers de personnes vivent encore avec des séquelles et toujours pas de procès. Le pays s'est enfoncé dans une crise politique, économique, sociale. Nous sommes en direct de Beyrouth avec Cécile Roucose. Bienvenue, vous êtes l'une des avocates de ces familles des victimes de l'explosion. Vous avez vous-même perdu votre frère et vous étiez dans la manifestation qui se tient en ce moment pour ce jour anniversaire. Sharif Majdalani, vous êtes écrivain, vous nous racontez ce Liban, dans toute sa complexité, dans 1000 origines parues aux éditions Bayard, 20 portraits. Merci d'être avec nous en direct de Beyrouth là aussi. Et enfin, Zaina El Tibi, vous êtes essayiste, journaliste franco-libanaise, présidente de l'Observatoire des études géopolitiques à Paris. Merci vraiment à vous trois de participer donc à ce grand angle. Cécile Roucose, vous avez perdu votre frère dans cette explosion. Vous vous battez avec d'autres victimes et proches effectivement pour que l'enquête avance. Qu'est-ce qui vous fait tenir? Et juste un mot de cette manifestation. C'est important de manifester, de marquer ce jour-là? Oui, bien sûr, c'est très important. Ça fait aujourd'hui, c'est la 3e commémoration pour la plus grande explosion dans l'histoire non nucléaire. Et les investigations n'avancent pas, elles sont bloquées dû aux ingérences politiques. Alors cette marche était très bien et il y avait plein de foules et pour dire à la classe politique que nous protestons contre ce que vous faites et tout ça, parce que les victimes ont perdu leur vie d'une façon très forte. C'est leur droit à la vie dans leur travail. Et dans leur maison. Aujourd'hui, vous demandez une enquête internationale. Les autorités libanaises n'en veulent pas, mais c'est votre priorité? Oui, bien sûr, c'est une priorité parce que les investigations locales sont bloquées. Alors, vu que c'est un crime contre les droits de l'homme, on a fait appel à la communauté internationale pour un fact-finding mission, une commission d'enquête. Alors, il y a une session en septembre, en espérant qu'on va avoir cette enquête. Zaina El Tibi, est-ce que vous expliquez aussi le fait que cette enquête s'enlise à cause des pressions politiques? Ah, certainement. Certainement, c'est la volonté d'une classe politique libanaise qui a détruit déjà le pays économiquement et politiquement, parce que c'est des mafias, c'est en fait des mafieux qui tiennent ce pays. Ils sont quelqu'un est certainement derrière ces nitrates d'ammonium qui sont arrivés à Beyrouth. Ils ont dû quand même avoir un feu vert de responsables politiques libanais pour entrer dans le port de Beyrouth. On dit que peut-être on les utilisera après comme armes. Certains disent qu'il y a une partie de cette munition-là, enfin de cette munition, de ces tonnes de nitrate d'ammonium est partie vers les frontières syriennes. Donc, si c'est le cas, si c'est vrai, dans ce cas, c'est pour les utiliser comme armes. Donc, il y a une volonté politique de destruction en laissant rentrer dans le port de Beyrouth ça a été presque on ne dit pas que c'est une bombe atomique, mais ça en était presque. Ceci dit, il y a des entraves de la part de certains politiciens qui ne veulent pas qu'on aboutisse, qu'on sache exactement ce qui s'est passé ce jour-là. Donc pour vous, effectivement, voilà, il y a des pressions politiques. Sharif Majdalani, j'aimerais aussi avoir votre avis sur cette question. Est-ce qu'on saura un jour ce qui s'est passé? Ou c'est impossible?
Oh, si les choses continuent comme elles continuent aujourd'hui, la situation politique, dont je ne vois pas comment elle pourra changer d'ici 10, 20 ans, non, je pense qu'on on ne saura jamais rien. L'enquête est complètement bloquée, et le fait même qu'elle soit bloquée par les responsables politiques prouve bien leur responsabilité dans cette affaire-là, parce que sans quoi ils auraient fait en sorte que l'on sache. Ils sont entièrement impliqués par corruption, par négligence, par incompétence, et toutes ces choses-là, ils ne veulent pas que ça se sache. Et très probablement, il y a quelque chose de beaucoup plus gros derrière, comme l'a dit Mme El-Tibi tout à l'heure, probablement quelque chose en rapport avec l'environnement guerrier en Syrie et ailleurs. Et tout cela, évidemment, c'est tellement énorme que désigner des responsables politiques, ce serait terrible pour eux. Et comme ils tiennent tout, ils empêchent que ça avance. Et tant qu'ils sont là pour longtemps, ça n'avancera pas. Vous êtes tous les trois d'accord sur cette question. Alors, un témoignage à présent, celui du gouverneur de Beyrouth. Marwan Aboud était en poste lors de l'explosion. Vous vous souvenez peut-être de ses larmes. À l'époque, ce haut fonctionnaire libanais a accepté de répondre à nos questions. Il est fataliste. Il dresse un constat amer de la situation. On l'écoute. Être un responsable dans l'État libanais n'est pas un privilège. Avant, la poste était un privilège. Maintenant, c'est une grande pression sur votre vie personnelle, sur votre morale, sur votre nom. Alors, maintenant de travailler, c'est comme un officier dans un état de guerre. On est maintenant dans un état de guerre à Beyrouth. On est en guerre. Ça fait 3 ans que je vis un cauchemar et apparemment ce cauchemar continue à cause de la vacance dans les institutions. On n'a pas de président, ni gouvernement, ni parlement. Le parlement est bloqué. Toutes les institutions sont en faillite. On n'a pas de moyens financiers ni de moyens juridiques. Tout le monde est absent. Alors moi, je ne peux pas m'absenter. Je dois lutter. Je dois lutter pour sauver la ville et pour être toujours à côté des gens. Voilà pour cet aveu d'impuissance, un entretien écouté dans son intégralité sur tv5monde.com. Cécile Roucos, quand on entend le gouverneur de Beyrouth, est-ce que vous pensez obtenir gain de cause? C'est important pour vous, pour les victimes, mais aussi pour être indemnisé. Nous, maintenant, tout ce qui compte pour nous, c'est savoir la vérité. Et rendre les responsables, parce que vous savez, dès que le juge Tariq Bitar a été nommé pour ces investigations, il a été objet à plus que 40 actions banales et non fondées sur les textes de loi. Alors, il y a des menaces au palais de justice contre le juge, des menaces des partis politiques. Contre Tariq Bitar. C'est très fort qu'on peut... Oui, il y a eu des condamnations des 38 pays membres au HRC. Ils ont condamné les ingérences politiques dans les investigations et les menaces contre le juge. Et ils ont envoyé un message aux autorités libanaises disant qu'ils doivent faire des investigations transparentes et pour faire rapide et que tout soit mené d'une façon transparente. Alors, nous, maintenant, tout ce qu'on veut, c'est la vérité vraiment. Et après, on peut être indemnisé. D'accord, d'abord la vérité. Alors, effectivement, le Liban aussi s'enfonce dans une crise politique, hein. Plus de président depuis 9 mois, une crise économique avec une inflation qui a atteint plus de 172%, une vie intenable pour beaucoup de Libanais, on y reviendra avec nos invités, mais certains ont donc décidé de rester. C'est le cas de Michel Eleftheriades, ce propriétaire d'une salle de spectacle, veut encore y croire. Reportage de notre correspondant à Beyrouth, Wissam Sharaf. Quelques ruines recouvertes de bougainvilliers. C'est tout ce qui reste du Music Hall, le célèbre établissement de Michel Eleftheriades. Le 4 août 2020, plus de 2000 mètres carrés entourés d'une centaine de conteneurs qui faisaient l'architecture unique du lieu sont partis en fumée. C'est la première fois que son propriétaire revient ici. Je n'ose même pas imaginer si l'explosion avait eu lieu
alors qu'il y avait une soirée. Situé en face du port, ce lieu de divertissement culturel fait partie des nombreux établissements libanais dévastés par l'explosion. Économiquement, c'est une perte de plus de 3 millions d'euros que les assurances, qui attendent les résultats de l'enquête, n'ont toujours pas remboursé à son propriétaire. Au début, ça a été vraiment un très grand choc, mais je suis assez résilient de nature. C'est-à-dire que même le 5 août, j'étais déjà préparé à repartir. Donc c'est un peu l'histoire de n'importe quel entrepreneur au Liban qui sait, en commençant un projet, que ça va mal se terminer et qu'il va recommencer. Michel Eleftheriades a exporté son concept à succès en Arabie Saoudite pour ensuite revenir au Liban cette année. À 200 mètres de l'ancien, il a reconstruit le nouveau Music Hall à l'identique. Il est ouvert depuis maintenant 2 semaines et la clientèle est à nouveau au rendez-vous. Beaucoup d'expatriés libanais qui reviennent pour l'été, quelques touristes. La saison semble bien partie pour Michel Eleftheriades. Pour autant, ce dernier n'est pas dupe, le pays va mal. On ne peut pas dire que l'économie d'un pays se porte bien parce qu'il y a une bonne nightlife. En aucun cas, la nightlife peut être la seule source de revenus d'un pays. Il faut repenser toute l'économie libanaise. C'est très difficile de travailler dans les conditions actuelles au Liban. Il faut se débrouiller pour avoir l'électricité, l'eau, tout ce que normalement un État doit donner à un établissement. On navigue aussi à vue parce qu'on ne sait pas après cette saison comment va être le pays. Sans président, sans gouvernement, le pays du Cèdre est à la dérive. Plus de 80% de la population vit désormais sous le seuil de pauvreté. Et nul ne sait si dans quelques mois, quelques semaines, ces joyeux noctambules pourront encore s'offrir un verre. Et nous sommes en direct de Beyrouth avec Sharif Majdalani. Dans votre livre, 1000 origines, vous avez rencontré 20 Libanais et ils en parlent de cette crise. Est-ce que c'est le drame de trop, cette explosion qui a donc défiguré Beyrouth ? Oui, c'est le drame de trop. Bien sûr, c'est le drame de trop, mais c'était déjà, la crise était extrêmement violente. Il y a eu l'explosion et ensuite, après, l'année suivante, c'est-à-dire l'année 2021, était encore pire du point de vue de la crise parce que l'année où il n'y avait plus d'essence, où les hôpitaux étaient dans un état lamentable. Donc je crois que ça n'arrête pas, c'est-à-dire que les malheurs s'enchaînent comme ça. Mais depuis 1 an, on a l'impression, comme le reportage vous le montre, surtout sur les images, que la vie reprend. Et ça laisse perplexe et en même temps c'est assez désespérant parce qu'effectivement le pays reprend, la vie recommence comme si de rien n'était. Et M. Eleftheriades a utilisé un mot qui est un mot qui fait aujourd'hui et qui hérisse le poil de beaucoup de Libanais, c'est le mot résilience. Ouais. Il a très bien d'ailleurs souligné lui-même, on est résilient peut-être, mais on est surtout, lui il est résilient, beaucoup de gens pensent qu'ils sont résilients, ils sont surtout capables de s'adapter. On est une société qui s'adapte très rapidement à ses malheurs et qui passe outre immédiatement, qui s'y habitue et qui va vers autre chose. Et cette autre chose depuis 2 ou 3 ans, c'est d'autres catastrophes qui s'accumulent les unes après les autres. Et c'est absolument désespérant. Ça avance quand même, Zeinal Tibi. On a beaucoup pointé la responsabilité de Riyad Salamé, le gouverneur de la Banque centrale du Liban. Il a fini par démissionner. Est-ce que là, au moins, c'est une petite victoire pour les Libanais ? Écoutez, il a démissionné, mais on ne sait pas qui va prendre sa place. C'est comme tous les autres. Ils partent et ils sont remplacés par des gens qui leur ressemblent. Donc je ne vois pas comment le Liban va sortir de cette crise économique. Mais il a démissionné. Est-ce qu'il a donné un compte-rendu? Est-ce qu'il a expliqué qu'est-ce qu'il a fait pendant des années et des années? Je ne pense pas. Et autour de lui, tout ce qu'il a magouillé, je pense qu'il a magouillé. Ce n'est pas possible qu'il soit blanc comme neige dans toute cette crise économique. Donc, mais derrière, à côté de M. Salamé et autour, il y a des responsables politiques qui l'ont laissé faire. Là, il y a des comptes à rendre au peuple libanais. C'est pas possible. Le peuple libanais est aujourd'hui pauvre. On est devenu pauvre grâce à eux. Et je dis grâce ironiquement. Là, aujourd'hui, la société libanaise, c'est grâce à la société civile libanaise que le Liban continue à vivre comme ça. Sinon, à la diaspora aussi. Voilà, la diaspora a un rôle très important. Cécile Roucos, justement sur le rôle de cette diaspora, qu'est-ce que vous attendez d'elle pour cette vérité que vous attendez ?
on a fait appel à la communauté internationale et spécifiquement le président de la République française. On a les parents des victimes, on a envoyé une lettre au président Macron parce que le lendemain de l'explosion, il est venu à Beyrouth, il a promis aux gens libanais que Paris et les Français, ils sont à côté des Libanais. Mais rien n'est... mais malheureusement, rien n'est arrivé. Et là, il y a Monsieur Le Drian qui a été nommé pour ça. Oui, mais je veux dire à propos des investigations, parce que le juge d'instruction, il a demandé les photos prises par satellite et aucun pays, on croit que les pays, ils ont ces photos par satellite, mais ils s'abstiennent à les fournir, à les donner. Alors, on a besoin d'un pays ami pour nous aider dans les investigations. Et donc pour vous, là il y a un petit souci, on va vous reprendre tout à l'heure Cécile Roucos, donc pour vous effectivement, vous en appelez à la France pour vous aider. Sharif Majdalani, je voudrais reprendre cet extrait dans votre livre, la statue de l'émigré, donc une statue qui est au port de Beyrouth et demeura debout comme pour indiquer qu'en effet la seule solution était pour les enfants de ce pays de s'en aller de par le monde. Vous venez de rappeler le rôle de la diaspora, n'est-ce pas, comme vous dites, un peu décourageant de se dire que les Libanais doivent partir ? Mais évidemment que c'est décourageant. Moi, j'ai utilisé cette symbolique parce qu'en fait, cette statue de l'émigré était absolument en face du port et l'explosion a détruit tout l'environnement sur des centaines, enfin, des kilomètres et la statue restait debout. Et moi, j'y voyais un symbole, ironiquement, c'est-à-dire que c'était une invitation à partir parce que comme si ce pays était destiné essentiellement à envoyer les gens prospérer ailleurs. Et là, cette idée que la diaspora est en train d'aider le Liban est aussi une chose désespérante parce que finalement, un pays qui n'arrête pas de vivre sur la mendicité et sur en espérant que les gens qui sont partis lui envoient un petit peu d'argent pour vivre, c'est encore une preuve de faillite et d'incompétence terrible. C'est vraiment encore une chose, un réflexe libanais qui me fait très mal. J'ai juste une petite remarque quand même à propos de ce que vous avez dit tout à l'heure sur Riyad Salamé. Il n'a pas démissionné. Il est arrivé à la fin de ses divers mandats. Oui, de son mandat. Oui. Il n'y a pas un seul responsable qui a démissionné après ce qui s'est produit. Il n'y en a pas un seul, il y a un gouvernement qui a été forcé à partir, mais sinon il n'y a pas un responsable qui a démissionné. C'est une espèce de déni total. Effectivement, vous avez bien fait de le rappeler. Zaina Etibi, est-ce qu'on peut voir un embryon de conscience nationale émerger à cause de cette catastrophe, notamment avec ces silos qui maintenant sont classés monuments historiques? Est-ce que vous y croyez? Une union, je ne pense pas. Je vais vous dire pourquoi. Parce que tout simplement, quand on sait qu'il y a des responsables politiques qui sont mafieux et qu'ils ne prennent pas en considération la situation du peuple libanais, quand le peuple libanais descend dans la rue pour réclamer de quoi manger, eh ben on le tabasse en envoyant, vous avez des hommes politiques qui envoient leurs motards les tabasser. Mais ces motards-là, ce sont des Libanais. Mais parce que les chefs, parce que c'est un système féodal, et ces gens-là suivent leurs chefs face aux autres Libanais, mais ils ont la même situation catastrophique que vit le Liban, tous, mais ils sont tenus par des chefs. Voilà, vous n'y croyez pas. Merci à vous trois d'avoir participé à ce grand angle. Merci aussi à Wissam Sharaf pour ses reportages. Et je vous invite vraiment à lire 1000 origines donc, de Sharif Majdalani pour essayer de comprendre le Liban si complexe.